Frédéric, donc vous êtes chez Dassault Systèmes, vous êtes VP HR pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et la Et Russie, Julien, c'est pas grave. pardon. Et Julien, vous êtes directeur des programmes à l'Université Groupe du Management chez EDF. L'Université Groupe du Management couvre aujourd'hui les 30 000 managers du groupe EDF et vous pilotez les programmes qui vont du COMEX à l'ensemble des managers de proximité. Oui. J'essaie de voir si on voit la caméra de Julien, mais c'est pas très grave, Julien. Je vais commencer avec Frédéric. Frédéric, Très bien. finalement, concrètement, quand on se pose la question de l'IA au service des RH, comment vous, chez Dassault Systèmes, vous avez pu exploiter ou vous avez mis en place une solution HR à base de l'IA pendant la crise, alors pendant le premier confinement, pendant le second confinement ou pendant toute la période que nous connaissons? Quelle est la solution en question, si vous pouvez nous en dire quelques mots? Très bien. Alors, d'abord, enfin, deux mots sur Dassault Systèmes pour comprendre un petit peu le contexte. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels dans ce que l'on appelle aujourd'hui la French Tech. On a un purpose qui est clair, c'est qu'en fait, on propose au travers d'une plateforme, bien que nous ne soyons pas une entreprise digitale native et plateformisée d'emblée, puisqu'en fait, nous sommes nés en 1981 et pas comme les Uber, Airbnb et autres au moment du tournant des années 2000 avec la digitalisation de l'économie ou la plateformisation de l'économie. Néanmoins, nous avons rejoint ce train assez rapidement. Et donc, nous fonctionnons avec une plateforme qui a pour caractéristique de proposer à différentes audiences, que ce soit le business, que ce soit le monde médical, que ce soit le monde académique. On propose donc des solutions de différentes natures qui permettent d'harmoniser le produit, la nature et la vie dans un contexte de développement durable. Et ce purpose, en fait, on ne le déploie pas n'importe où, parce qu'en fait, on a aujourd'hui à peu près 72 segments de marché, mais nos trois domaines les plus importants sont tout le manufacturing, toute la partie infrastructure et surtout le medical care, le life science, où on s'est considérablement renforcé ces dernières années. Et si on avait voulu, si on avait pu prévoir la crise que nous sommes en train de vivre, ben, nous aurions fait exactement la même chose. Donc, ça tombe bien. Voilà, on a fait un investissement de 6 milliards en rachetant une medtech très importante aux États-Unis qui s'appelle Medidata. Pour vous dire, on a fait cette acquisition en novembre 2019. Donc, on pouvait pas être plus opportun dans ce choix d'investissement quand on sait ce qui s'est passé derrière. Alors, comme nous avons une plateforme et que nous l'utilisons aussi pour nous-mêmes, nous avons, nous, déjà une certaine dextérité dans l'usage de ce que je vais appeler l'intelligence augmentée plus que l'intelligence artificielle, parce que je tiens tout de même, comme l'a fait Michel tout à l'heure, à un petit peu démystifier le fait qu'on puisse utiliser massivement l'intelligence artificielle dans l'entreprise de manière générale et en RH en particulier, et même dans des entreprises très avancées en termes de technologie et en termes de réflexion sur ce qu'on appelle communément la RH 4.0. On n'en est pas encore à être capable de prédire ce que va devenir tel ou tel candidat selon la couleur de ses chaussettes et la marque de la veste qu'il porte. Donc, démystifions tout de suite ce genre de choses. Nous avons effectivement une certaine boulimie de data, boulimie que nous voulons contrôler parce qu'effectivement, si on veut avoir à un moment donné des modèles prédictifs qui fonctionnent ou même des modèles d'aide à la décision tout court, il faut qu'à la base, les data soient de bonnes data. Si ce sont des fake data, bah, ça ne marchera pas, ou on arrivera à des conclusions qui sont fausses, donc on va en rond. Et donc, effectivement, la qualité de la data est aujourd'hui dans ce domaine-là essentielle. Alors, ce dont je peux témoigner pour répondre à votre question, Julien, c'est ce que nous avons fait, en fait, en réalité, au moment du déconfinement. Donc, quand on a préparé le déconfinement. Donc, on est fin avril, début mai. Les pouvoirs publics ont communiqué sur le fait qu'on allait sortir du confinement le 11 mai. Et donc, il fallait qu'on prépare le retour sur site de nos collaborateurs en tenant compte de plein de paramètres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un logiciel qui était dans le portfolio de Dassault Systèmes. Pour tout vous dire, c'est un logiciel d'ordre logistique, c'est un macro-planeur, un macro-planning, qui n'était pas du tout prévu pour ça, mais qu'on a utilisé en réalité pour totalement anticiper et planifier le retour sur site des collaborateurs
en prenant en compte un certain nombre de considérations qui étaient à la fois des considérations organisationnelles, business et individuelles. Alors, les considérations organisationnelles, c'est que bien entendu, même dans une entreprise high-tech, vous avez un certain nombre de rôles qui ne sont pas totalement compatibles avec du télétravail à 100%. Donc, il a bien fallu, pendant la période de confinement, gérer cela et voir redéployer un certain nombre de ressources sur d'autres choses afin qu'elles puissent travailler. Il est clair que le personnel qui sert à la cantine, le personnel de sécurité, bon, quand on est en confinement total, n'a pas capacité à exercer son métier. Donc, on a d'abord eu une réflexion par rôle. Il y a 20 000 collaborateurs chez Dassault Systèmes répartis sur 180 rôles. Et on a donc commencé par mapper les gens par rôle. Et en fonction de ce rôle, on a regardé qui était critique à être sur site, qui pouvait travailler normalement en remote, qui devait revenir ponctuellement sur site parce que la collaboration à distance n'était pas possible à 100% et qui ne pouvait pas exercer sa fonction à distance. Le deuxième paramètre qu'on a regardé, c'est le rythme de l'activité. Il est clair que toutes les fonctions d'une entreprise, quelles qu'elles soient, ont une saisonnalité avec des pics périodes qui sont plus ou moins à des moments plus ou moins critiques de l'année. Nous, RH, ça va plutôt être en début d'année où on run tous les process d'évaluation des résultats de l'année d'avant, la fixation des objectifs, la politique de rémunération, etc. Nos amis de la finance, ça va plutôt être en fin d'année avec le closing. Bon. Donc, on avait des pics périodes comme ça que l'on a avec des figures imposées très précises que l'on a également rentrées dans l'outil. Et puis après, il y avait les contraintes personnelles. Donc, repositionnez-vous dans le contexte de l'époque. Les classes sont fermées. Donc, vous avez des collaborateurs qui ont des problématiques d'enfants à garder. Vous avez bien entendu des vulnérabilités médicales, des gens qui sont directement eux-mêmes atteints d'un certain nombre de fragilités qu'il faut prendre en compte. Potentiellement des gens qui vivent sous leur toit avec des conjoints ou des enfants qui peuvent avoir des fragilités médicales, ce qui crée là également une complexité supplémentaire. Et nous, d'emblée, et c'est notre politique, ça a été notre politique jusqu'à fin juin, début juillet, on avait interdit le recours au transport public. C'est-à-dire que tout collaborateur ne pouvant pas venir sur site sans usage d'un transport public quel qu'il soit, on lui demandait de rester chez lui. Alors, on a mis en place un système de navettes dédiées très sécurisé. On a mis en place un système de covoiturage en créant une plateforme propre à Dassault Systèmes pour aider les gens à revenir, parce qu'on avait quand même pas mal de demandes, parce qu'on est quand même dans une culture très présentielle. Hein. Une boîte de tech, c'est une boîte qui fait de l'innovation. Donc, les gens ne peuvent pas innover quand ils sont chacun chez eux. Donc, il y a une vraie culture de présentiel. Donc, les gens voulaient revenir. Donc, on a organisé tout ça. Et puis, last but not least, encore une fois, même si à l'époque, on était dans une logique de reflux progressif de l'épidémie, il fallait tout de même gérer un protocole sanitaire avec un certain nombre de normes assez strictes. Et en particulier, il fallait qu'on soit capable de manager des phases successives de retour sur site, des phases où on accueillait de plus en plus de gens au fur et à mesure qu'on était capable d'élever la jauge sur site. Parce qu'il n'était pas question de saturer en tenant compte du protocole sanitaire tout un tas d'espaces communs. Alors, il ne fallait pas saturer des espaces de bureaux communs, des open space, mais il ne fallait pas non plus saturer des espaces de restauration dont on a vite compris que c'était quand même des lieux sensibles. Et puis, n'importe quel espace commun que l'on peut avoir dans un grand campus comme le nôtre sur Vélizy. On a rentré toutes ces datas dans un macro-planeur. Ce macro-planeur était connecté à ce qu'on appelle chez nous, parce qu'on a une plateforme qui abrite tout un tas d'applications. L'une d'elles, c'est ce qu'on appelle le Cockpit Manager. Le Cockpit Manager, comme son nom l'indique, c'est pour le manager la capacité à gérer l'ensemble de son équipe au travers d'une série d'applications qui lui sont ouvertes pour gérer alors les congés, l'activité, les assessments, la rémunération, le career grading, etc. Enfin, tout ce que l'on connaît traditionnellement en de RH. Et là, on a rajouté donc dans cette application un onglet qui était lié à l'organisation des retours sur site. Et en fait, on a été capable d'anticiper par période de quinzaine, par quinzaine. Chaque quinzaine, on reparamétrait l'outil. Donc, l'outil, le macro-planeur tournait, restituait au niveau macro de l'entreprise et au niveau de chaque manager une vue optimisée de ce que devait être le retour sur site en tenant compte de tous les paramètres à la fois organisationnels, business et individuels dont j'ai parlé. Et après, une fois que le manager avait ça en main,
il y avait des règles du jeu qui faisaient qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait pour changer l'outil, mais il avait une certaine flexibilité pour dire, par exemple, bah, tiens, tel collaborateur, ça serait plus intelligent qu'il revienne le mardi plutôt que le lundi, ou qu'il revienne le jeudi plutôt que le vendredi, en fonction de réunions d'équipe ou de choses comme ça, ou en fonction d'un certain nombre de thèmes, de sujets à aborder qui était peut-être plus facile d'aborder en présentiel qu'en distanciel. Donc, on a à la base donc un outil, hein, un logiciel, dans lequel on a intégré une masse considérable de données qui par nature étaient exactes, puisque ce sont des données qui sont soit des données organisationnelles ou de rythme business qui sont parfaitement maîtrisées par l'entreprise. Et l'autre partie des données, c'était des données qui étaient propres à chaque individu et qui étaient renseignées par chacun. Donc forcément des informations exactes. On faisait tourner tout ça dans cet outil de macro-planning. Cela se déversait dans un cockpit manager sur notre plateforme et au sein d'une application qui héberge la planification du retour. Et derrière, les managers, en lien avec leurs collaborateurs, avaient une certaine flexibilité pour aménager sur site de leurs collaborateurs. La contrainte essentielle étant bien entendu de ne pas avoir à un moment donné, un jour donné, par une mauvaise planification ou une mauvaise coordination, un flux de collaborateurs supérieur à ce que pouvait supporter le protocole sanitaire tel qu'il était dessiné pardon, à un instant T à la phase P. Voilà. La phase 1, c'était les ressources des dirigeants. La phase 2, c'était 25%. La phase 3, 50%. La phase 4, 70%. La phase 5, 80%. Et après, on était à 100%. Donc voilà comment nous avons fonctionné tout au long, tout au long des mois de mai, juin, juillet et août. Alors bien sûr, on est revenu quasiment à pleine capacité théorique au mois d'août, mais il y avait beaucoup de gens en vacances, alors ça nous a aidé à préparer la rentrée. Et à partir de septembre, quand on a vu que finalement on était en train la pandémie était en train de s'inverser, les chiffres de la pandémie étaient malheureusement en train de s'inverser et de revenir plus inquiétants. On a instillé, mais là on sort du sujet, en plus de ce que nous faisions, nous avons instillé des règles spécifiques de collaboration à distance organisées indépendamment de la crise. Mais finalement, ça n'a pas été très loin puisqu'on l'a mis en place en septembre et on a été obligé d'arrêter fin octobre puisqu'on a été reconfiné. Donc voilà ce que je peux dire sur un exemple précis. J'ajoute juste un point qui est assez important et qui, je crois, a été quand même largement commenté par un certain nombre de DRH depuis le début de cette crise. Il faut bien voir que beaucoup de nos systèmes ont été paramétrés pour naviguer par beau temps. Bon. Et puis là, d'un seul coup, on s'est retrouvé en quelques jours à faire face à quelque chose que mais personne n'avait jamais imaginé. Qui aurait pu imaginer qu'on soit dans la situation où on a été et où on est encore? Personne. Et il a donc fallu que les RH soient en capacité, RH, IT, facilities, mais là je vais focuser sur RH, il a fallu qu'on soit en capacité de reparamétrer tout un tas d'outils importants, de telle sorte qu'ils soient capables de donner des outils d'aide à la décision par rapport à des décisions qu'on n'avait jamais imaginé devoir prendre. Je donne un exemple pour Dassault Systèmes, c'est la gestion des congés. Donc on a un système de time and absence par pays. Évidemment, ces systèmes-là ne communiquent pas entre eux, enfin ne communiquaient pas entre eux parce qu'on y a remédié. Et donc finalement, on s'est retrouvé à devoir gérer au plus près une gestion de congés qui était, on va le dire, un petit peu indisciplinée chez Dassault Systèmes. Il a fallu en quelques jours reparamétrer tout un tas d'outils, les faire travailler ensemble, de telle sorte qu'on puisse donner à notre direction générale une vue agrégée du solde de congés, parce que nous, on n'a pas mis des gens au chômage partiel, on n'a demandé aucune aide de l'État, on a continué à tourner. Par contre, on a mis, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que des gens ne pouvaient pas avoir une collaboration à distance efficace, ou que partiellement efficace. On a joué sur le volume de congés pour demander à des gens de prendre des congés de manière un peu plus anticipée que d'habitude pour passer la crise. Voilà. Ce qui en même temps a réduit la backlog de congés, en même temps réduit nos provisions et allégé le bilan. Mais je pense que vous connaissez tous ça. Et donc, il a fallu tout de même aussi qu'on ait cette agilité. Et là, pour les RH, ça a été quand même un moment de vérité par rapport à ça. À la fois, ça a été un moment de vérité sur la notion de business partner, mais aussi cette capacité d'agilité pour s'adapter en un temps record à une une situation de crise qui a été totalement inédite et imprévisible. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, Julien, vous qui êtes dans le learning au sens large et chez EDF, est-ce que l'IA, d'ailleurs, dans le learning, c'est quelque chose que vous voyez, vous utilisez chez EDF? Et puis, plus globalement, comment EDF
à gérer ou quelles sont les expériences de l'IA d'EDF pendant la crise, si vous en voyez en tout cas? Ouais. Bonjour à tous. Oui, moi, je rejoins ce qui a été dit. Premièrement, du côté EDF, on est assez historique et assez pionnier sur l'intelligence artificielle, puisqu'on a énormément de systèmes qui nous permettent de collecter l'ensemble des datas, que ce soit sur le réseau, que ce soit sur la production. Le sujet, moi, je voudrais revenir sur l'introduction qui m'a paru tout à fait intéressante. Je viens plutôt du monde du business, du client, des services énergétiques et de la production industrielle. Et donc, quand je suis arrivé à l'Université Group du management, donc finalement plongé dans le monde des RH, ce que j'ai pu constater, c'est effectivement un décalage. Un décalage puisque l'intelligence artificielle sur les autres marchés a vraiment grandi depuis les 10, 15 dernières années. Je voudrais pas donner l'ensemble des exemples, mais si on prend par exemple différents domaines, le premier domaine qui constitue la relation client et l'expérience client, les 10 dernières années, on a fait un gap dans l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est extraordinaire. Et encore une fois, et ça je reviens dessus puisque c'est dans notre raison d'être, l'intelligence artificielle, elle n'est pas au service du profit, mais au service de l'humain et au service de l'expérience de nos clients. Je voudrais prendre trois exemples. Dans la relation client, dans l'expérience client, il y a deux choses qui sont importantes. D'une part, répondre aux besoins de nos clients à tout instant. Et ça nous permet, avec l'intelligence artificielle, quand il y a des demandes qui sont simples, de pouvoir y répondre automatiquement. Donc, il y a un gros travail de fait chez nous. Je crois qu'on a plus de 400 ou 500 data scientists, data analysts. Je reviens sur ça coûte cher et il faut avoir la compétence. L'IA, on ne s'y met pas du jour au lendemain. On a prévu même de réattribuer des salariés et de les former sur ce domaine-là. Donc, sur la partie client, il y a la gestion des demandes qui sont simples, qui est déjà quasiment automatisée. Voilà, on traite à peu près l'ensemble des cas. Le deuxième élément, c'est qu'on aide nos conseillers clients lorsque un client appelle avec l'intelligence artificielle de déterminer le questionnement, de déterminer les points d'alerte qui font que dans la relation, tout de suite, le conseiller client se sent à l'aise avec la situation du client. Et c'est pas, et j'ose espérer qu'en termes de clients d'EDF, et je pense que vous l'êtes tous, vous puissiez vous considérer comme un client qui est connu et pas comme quelqu'un où on rappelle systématiquement où vous êtes et ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on utilise, c'est l'adaptation, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la promotion des services. Et je vais en prendre un que l'on a développé ces dernières années, c'est l'autoconsommation. Vous savez, il y a la transition énergétique et on se doit d'être promoteur de ce type de démarche. Et donc, dans l'autoconsommation, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'intelligence artificielle en croisant à la fois l'ensemble de nos données. Donc, nous avons 30 millions de clients, énormément de données, que ce soit de la production, du réseau, sur la partie client. Mais on a aussi utilisé les bases, par exemple, de Google Maps et les bases d'optimisation de l'autoconsommation. Ce qui fait qu'en croisant l'ensemble de ces données, c'est juste énorme. Enfin, j'ai plus le chiffre en tête, j'aurais dû vous le donner. Et maintenant, on a la capacité, quand un client nous appelle, de lui dire, oui, très concrètement, parce que on a utilisé Google Maps et on sait que vous avez un toit qui est compatible avec la pose de panneaux photovoltaïques, que vous êtes en plus dans une zone qui correspond à ces à un potentiel important d'autoconsommation. Vous avez donc la possibilité d'avoir un vrai projet et pas quelque chose hors sol, un vrai projet qui correspond et qui vous permettra de gagner et d'être beaucoup plus efficace et bas carbone. Voilà, je pourrais en donner d'autres sur le secteur industriel. On a beaucoup consolidé, c'est-à-dire que l'ensemble de nos data maintenant clients est consolidé en un seul endroit. Nous avons des fabriques de data sur l'ensemble des domaines industriels et de la même façon sur le réseau. Donc en gros, puisqu'il y a des séparations juridiques, dans les trois domaines, nous avons déjà consolidé l'ensemble des data. C'est bien de les avoir, c'est bien d'avoir les compétences, mais tant que les métiers et tant que la ligne managériale n'a pas pris en compte ce sujet-là, et c'est justement l'objet de l'Université Group du management,
On voit bien que soit c'est hors sol, soit c'est un peu professeur Nimbus, soit c'est vraiment déconnecté de l'ensemble des sujets business et RH. Donc ça, c'est un point qui est important. Et sur la partie industrielle, ce que l'on fait, c'est que on analyse l'ensemble de fonctionnement de toutes nos centrales, mais qu'elles soient les barrages hydrauliques, les centrales nucléaires, et avec l'ensemble des datas, on arrive maintenant à optimiser ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Et ça, c'est l'intelligence artificielle et c'est le deep learning qui nous permet de faire ces éléments-là. D'ailleurs, à titre d'exemple, à titre de promotion, vous pouvez voir notre filiale Métroscope qui, fort de ce savoir-faire, maintenant développe ça pour nos clients. Donc, on va voir nos grands clients industriels pour promouvoir cette utilisation et cet usage. Donc, vous voyez, dans l'ensemble des domaines que l'on a vécu, on voit que la vague de l'intelligence artificielle, elle est prise, elle s'accélère, elle est exponentielle. Je voulais vous faire partager mon arrivée à l'UGM il y a 2 ans, donc l'arrivée dans le domaine des RH. J'ai été un peu surpris, voilà, pour ne pas dire plus, sur la maturité de l'utilisation des données, de la consolidation des données. Donc, on y travaille de manière importante puisque maintenant on a réussi à consolider l'ensemble des data RH à un seul endroit et un seul système. On a fait venir des data scientists spécialisés dans le domaine des RH, mais je dirais que nous en sommes là. Voilà, quand on parle de niveau de maturité, on n'a pas encore passé le gap d'une utilisation industrielle avec des vrais leviers en termes d'intelligence artificielle. Pour rebondir sur ce qui a été dit au niveau de la crise, qu'est-ce qui favorise le développement de l'intelligence artificielle? Je pense un premier point très clair, c'est que nous sommes aussi, comme tous nos concitoyens, trouvés dans cette crise que personne n'aurait imaginé. Et j'aurais juste vous représenter ce qui s'est passé pour EDF ce fameux jour de mars, quand on a décidé de confiner tout le monde. Nous, on a 160 000 collaborateurs partout dans le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que d'une part, et j'ose espérer, et ça a été confirmé, vous n'avez pas été coupé en termes d'électricité. Donc, il y a eu déjà managériellement beaucoup de choses à gérer entre les personnes qui sont restées sur site, donc là, les techniciens, le management de proximité dans les centrales et sur le réseau. Et tiens, d'ailleurs, je tenais à les féliciter parce qu'ils ont commencé sans masque, voilà, à la différence d'autres. Donc ça, c'était un premier sujet qui était la priorité number one, c'est que vous ayez l'électricité, quoi qu'il en coûte, et que l'on puisse pouvoir produire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, c'est le côté vraiment positif, c'est que nous étions assez rétifs au travail à distance, au management à distance. On avait énormément de questions. Là, très clairement, nous n'avons pas eu de choix. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure. Et donc, du jour au lendemain, on a retrouvé 90 000 personnes travaillant à distance sur EDF. Donc, on remercie les équipes techniques parce que c'était un vrai challenge pour eux, sauf que ça nous a amené à nous questionner sur le management, sur nos priorités, sur différents éléments. Et ce qu'on retient de cette période-là, c'est 3 choses. Premièrement, travailler à distance, c'est possible. Et même, il y a des points très positifs à titre personnel. Deuxièmement, on a réussi à répondre à l'ensemble de nos clients et à produire même à distance. Donc, ça a vraiment nous interroger sur les organisations, sur notre capacité à nous développer. On a beaucoup appris sur le management à distance et les dernières enquêtes qu'on a faites, on fait une enquête qui s'appelle MyEDF, un peu le socioscope de l'année. On a pris à peu près 20% de plus sur l'aspect responsabilisation, sur l'aspect solidarité. Et je trouve que ça, c'est un point qui est important, même si la crise est douloureuse. Je trouve que c'est un apprentissage assez fort dans nos modes managériaux. Nous, l'utilisation de la data pendant ce temps-là, c'était très clair. On a 30 000 managers, donc du COMEX jusqu'aux managers première ligne du groupe, à former, à développer, et ça, on n'a pas arrêté. Donc nous, pour l'Université du Management, premier élément, c'est on commençait déjà à distancialiser. Là, on a distancialisé l'ensemble de notre activité. Et ça, on l'a fait en 3 mois. Donc ça nous a appris aussi à être agile et pas à être dans un process long et d'organisation. Et ça, c'est le premier point. Et nos apprenants nous ont suivis.
c'est-à-dire qu'on n'a pas connu de chute, entre guillemets, d'activité. On a pu les développer, on a pu être à leur côté, on a pu les former au management à distance. Et ça, on a pu le faire parce que, heureusement, on avait la consolidation de l'ensemble de la base de données de nos apprenants. Et donc, ça nous a permis de jouer un peu le mix, de le faire. Mais est-ce qu'on a utilisé l'intelligence artificielle? Oui, on l'a utilisé pour la présence sur site, pour gérer les flux de connexion pour l'ensemble de ces éléments. Donc ça, oui, l'intelligence artificielle nous a aidés dans la crise, mais très clairement, on aurait aimé qu'elle nous aide plus dans le domaine RH. Voilà, donc moi je terminerai juste sur un point, c'est où on en est d'un point de vue EDF. Donc l'intelligence artificielle, c'est un point qui est très important pour nous. Donc, on s'est doté d'une feuille de route très claire. Avant, chacun y allait un petit peu de son côté. Maintenant, on a décidé de reconsolider une vision d'ensemble. Donc, on accélère du côté client, on accélère du côté industrie, on accélère sur la partie marché, puisque on a une filiale maintenant qui s'appelle Exaion, qui travaille sur la blockchain et donc l'utilisation aussi de l'intelligence artificielle sur le marché de l'énergie. Et d'un point de vue RH, puisque nous en sommes là, et moi je suis très modeste, je parle de notre expérience, on a les fonds baptismaux d'il y a 10 ans des autres marchés. Et donc, nous, notre volonté, en tout cas sur la formation, c'est de travailler. On a beaucoup travaillé sur l'expérience client, on a beaucoup travaillé sur l'expérience industrielle. Je pense qu'il est temps, l'ère et la crise veut qu'on soit peut-être plus humain, il est temps de travailler sur l'expérience salariée et l'expérience de nos apprenants. Et donc, on va investir assez fortement, d'une part, sur la donnée, mais aussi sur nous donner les moyens avec un vrai LMS, un LMS de demain, voilà, puisque je n'ai pas vu encore d'acteurs du marché me proposant un vrai adaptive learning. Donc, il y a des mots, adaptive learning, expérience apprenant, tout ça tourne dans le monde des RH. Mais on a une vraie volonté d'accompagner le marché pour que ça devienne réalité. Et il faut avoir conscience que l'ensemble des domaines l'ont réalisé depuis 10 ans. Il n'y a pas de raison que d'un point de vue RH, nous n'atteignions pas ça au service de l'expérience salariée et pas forcément au service du profit. Merci beaucoup, Julien. Judith, est-ce que nous avons des questions de l'auditoire pour Frédéric et ou Julien? Je ne sais pas si Judith nous entend. Si, Julien, mais en fait, Frédéric a eu une urgence et il a dû nous quitter. Oui, tout à fait. Donc, il avait plein de questions. Donc, on se propose à ce qu'il fasse peut-être des réponses par mail parce que c'était des questions ciblées. Moi, j'en ai une pour Julien en attendant qu'il y en ait peut-être d'autres. C'est que si on se projette sur une analyse un petit peu prospective, mais très courte, à 2-3 ans, puisque ça ne sert plus à rien de se projeter à 5-10 ans vu l'incertitude de notre environnement. Les principaux chantiers dans le domaine RH en matière IA, est-ce qu'il y a déjà une visibilité pour vous? Est-ce qu'il y a déjà des projets qui sont enclenchés? Oui, absolument. Donc, dans les différents domaines, d'une part, on est en train de renouveler l'ensemble du système qui assoit l'ensemble des données RH. Donc, déjà, d'avoir, quand on parle d'expérience salariée, c'est aussi expérience manager. Donc, d'avoir et de disposer un portail où on analyse l'ensemble des données et tout ce qui a été dit, gestion de congés, gestion de présence, tous les éléments, je dirais, de simplification sont des points importants pour nous. Nous, on a ce premier enjeu-là. Ce deuxième enjeu, c'est que nous sommes une entreprise sociale et donc le dialogue social est très fort. On a beaucoup d'accords sociaux et donc naturellement, on a beaucoup d'éléments de reporting à donner. Donc, vous doutez bien que dans un groupe de 160 000 salariés, ce n'est pas des choses qui sont faciles à faire. Et donc, il y a un deuxième chantier de simplification. Très clairement, on commence par les choses simples, de simplifier l'ensemble de ces données-là et que finalement, il n'y ait plus de sollicitations ni de la ligne managériale ni des DRH sur ces thématiques-là. Ça, c'est la thématique, je dirais, plutôt administrative des RH. Il y a un deuxième levier où on souhaiterait utiliser l'intelligence artificielle et on commence un peu à le faire, c'est dans le recrutement. Voilà, il y a beaucoup de demandes et malheureusement, nos concitoyens en sont touchés et fortement touchés par la crise. Mais on souhaite peaufiner un peu plus fortement. On recrute encore beaucoup. On recrute à peu près 6 000 à 7 000 personnes. Et sur le recrutement, on se pose vraiment la question de est-ce qu'on est allé
aussi loin que ça dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et le dernier point, et ça c'est un point qui est très important pour nous, parce que la formation, on y dédie à peu près, je vous donne un ordre de grandeur, on dédie à peu près 600 millions d'euros pour la formation. Et donc, on a un vrai sujet sur l'aspect de l'intelligence artificielle, c'est de doter dans l'expérience apprenant cette notion de dire, effectivement, il y a un investissement, puisque la formation et le développement, c'est un investissement de l'ensemble des personnes, l'ensemble des salariés. Et finalement, à partir du moment où ils sont rentrés dans ce parcours-là, est-ce qu'on a, non pas le rendu, mais est-ce qu'il y a le retour sur investissement à titre personnel et à titre de l'entreprise? Et ça, on est encore un peu faible. Et donc, moi, je suis tout à fait ouvert à partager avec l'ensemble des personnes. Et ça, c'est un vrai chantier pour nous parce qu'il y a beaucoup d'investissements, mais il faut qu'on voit si on a vraiment acquis à la fois les compétences et à la fois les postures, les mindsets. Voilà, je dirais 3 grands domaines. L'administratif, simplification, là, il faut y aller très large et très fort. La partie plutôt formation, où là, on est plutôt sur l'efficience de l'ensemble du sujet. Et la dernière, qui est le recrutement, qui est fondamental pour nous, parce que le marché de l'énergie est en transformation. Il faut qu'on ait les bons profils et ceux qui ont le bon mindset dans les prochaines années. Julien, vous m'avez offert la transition parfaite puisque vous avez prononcé le mot magique de adaptive learning. Et donc, en tout cas, merci pour votre intervention et merci à Frédéric. En l'occurrence, on vous fera passer les questions qu'on a dû recevoir du côté de Judith et de Michel. Merci encore, Julien, pour votre temps.